Petit deck tech du Jolly Balloon Man, que je ne joue pas d'une façon, on va dire, très traditionnelle. Il coûte 3 Domboros, c'est une 1-4, il a la célérité, donc il va pouvoir faire son effet si on a le mana disponible dès qu'il arrive en jeu. On paye 1, on l'engage, on va créer un token ballon. Token ballon, voici un token ballon, sauf que ce token ballon, donc il reste 1-1 rouge avec le vol et la célérité. D'ailleurs c'est pas marqué là sur le token qu'il a la célérité, mais sachant que c'est les seuls ballons, les seuls tokens ballons qu'il y a, qui nous viennent d'Infinity, bah j'ai pris celui-là. Hein. Et en fait ce ballon est une copie d'une créature que l'on contrôle. C'est un deck flavor, c'est un deck thématique. Quand Bandit m'a contacté pour l'épisode, il m'a dit qu'il voulait qu'on fasse une thématique métal, un peu cliché, voilà, pour rigoler un petit peu des clichés et tout. Donc moi je me suis dit métal, film d'horreur, Cannibal Corpse. Si on comprend le flavor du Jolly Balloon Man, c'est qu'en fait il arrache le visage de ses victimes pour en faire des ballons. Donc ça rappelle aussi un petit peu ça, le clown ça. Du téléfilm des années 90, évidemment, hein, pas la bouse qu'ils ont sorti plus tard. Non, je rigole, je l'ai même pas vu, le reboot de ça, je l'ai même pas vu. Moi, j'en suis resté au téléfilm sorti dans les années 90 qui m'a traumatisé quand j'étais gosse. Donc voilà, je me suis dit, ça peut être marrant d'aller vers un deck Jolly Balloon Man. On arrache le visage de ses victimes. On en fait des ballons. Et évidemment, le but, bah, c'est d'arracher la peau de petites créatures mignonnes. Donc j'ai mis plein de petites créatures mignonnes dans le deck pour aller les faire exploser à la face de mon adversaire, parce qu'évidemment à la fin du tour, on doit sacrifier ce ballon. Donc pareil, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le ballon, bah, il explose au bout d'un moment. À la fin du tour, le ballon explose. Et à ce moment-là, bah, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir déclencher à la fois des ATB, donc des effets d'arrivée sur le board, et également des effets qui se trigger au moment où la créature va au cimetière et quitte le champ de bataille. Donc vous allez voir, j'ai tourné un peu autour de ça. Je le joue à base de dégâts directs. Il y a on va dire une espèce de stratégie un petit peu burn, où le but ça va être de brûler mes adversaires. Voilà. Donc en début de game, sacrifier plein de petites créatures pour faire de la value, créer du jeton trésor, piocher, aller toucher mes wincons, et avec mes wincons, faire du gros dégât direct dans la tronche de mes adversaires, afin de leur cramer la tronche. Voilà, c'est un peu la thématique du deck. Donc on est metal, voilà, on essaie de rester dans un truc un petit peu death metal. Vous verrez que mes adversaires, pendant cet épisode de Sol Ring, eux ont joué mono noir. Ils sont allés dans les clichés, voilà, directement dans les clichés black metal. Donc très dur d'affronter 3 monos noirs en face, parce que c'est des stratégies plutôt destructives, qui vont un petit peu empêcher les adversaires de faire ce qu'ils veulent faire, en faisant des fossés, en détruisant des créatures, en faisant de la perte de PV direct, etc. Évidemment, comme dans tout deck qui se respecte, n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des petites questions sur le pack, évidemment j'essaierai d'y répondre. Oui, bombardement gobelin, je le joue, et d'ailleurs j'en parlerai plus précisément quand on arrivera justement à bombardement gobelin, qui fait partie de mes wincons, et qui est une pièce assez qui permet de faire de la politique, justement quand il est sur le champ de bataille. C'est pas un deck métal, c'est un deck Happy Tree Freehands. C'est littéralement un deck Happy Tree Freehands. C'est littéralement ça. D'ailleurs vous allez voir dans toutes ces petites... Parfois j'ai sélectionné volontairement certains types de créatures, justement pour faire exploser des petites créatures mignonnes, alors notamment des chats, il y a des chiens je crois, je sais plus si j'ai laissé tous les chiens. C'est un deck que j'ai fait donc spécialement pour cet épisode de Sol Ring, pour la thématique métal. Je l'ai pas mal testé avec des potes avant, notamment Nel, et c'est un deck qui tournait finalement, c'est un deck boui-boui, c'est un deck qui est difficile à piloter. Il y a beaucoup de possibilités de lignes de play. C'est assez dur de lire directement ce que le deck est capable de faire. Donc je l'ai testé, moins de 10 games avant de... Et en plus c'était jamais des games avec 4 joueurs à la table. C'était toujours soit du 1v1, soit des decks de DH multi à 3. Donc c'était pas du tout optimal pour tester, mais j'ai pu quand même m'entraîner, voir ce qu'il faisait, essayer de comprendre un peu... les arcanes du deck, parce que même si c'est moi qui les build et que je me suis fait chier à faire un truc quand même à la fois très personnel et à la fois avec des choses intéressantes à faire, y a tellement de chemins possibles avec ce deck qu'il a fallu que je m'entraîne. Alors je vous spoil pas l'épisode, mais en tout cas j'ai continué à jouer le deck après l'épisode, et c'est un deck qui tourne finalement.
C'est un deck qui tourne, c'est un deck où je peux passer un petit peu en soum-soum, c'est un deck où généralement, alors à part effectivement quand il y a le Goblin Bombardment qui est sur la table, ben on sait pas trop d'où peut venir la menace, parce que justement il y a, même si la menace c'est effectivement du dégât direct, où on va tuer avec des cartes rouges, bah on sait pas trop comment elles peuvent apparaître, on sait pas trop si ça va être un ATB qui va nous brûler, on sait pas trop si ça va être un permanent qui va doubler les dégâts directs qui peut arriver à tout moment, et puis moi en réponse je sacrifie un jeton, ce qui fait que je peux très rapidement mettre beaucoup de dégâts face à mes adversaires, ou justement tuer certaines de leurs engines, donc en faisant un peu de destruction moi aussi. C'est voilà, c'est vraiment un deck qui est assez dur à piloter, mais qui fonctionne. Et en fait, je suis assez content parce que j'ai fait un truc qui est très flavor. J'ai envie de dire pari réussi. Est-ce que j'ai gagné ce Sol Ring? Bah vous verrez. C'était une game qui était assez intéressante. Et donc on en était à la rampe. Alors au début, j'avais refusé de jouer Sol Ring parce qu'en plus ça rentre pas forcément dans ma curve pour appeler le Jolly Balloon Man. Mais dans tous les cas, on n'a pas forcément envie d'appeler le Jolly Balloon Man quand on atteint les 3 manas. Parce que le but aussi, bah, c'est pouvoir de déclencher sa capacité, vu qu'il a le haste, dès qu'il arrive sur le champ de bataille. Donc en fait, c'est pas très grave s'il arrive au tour 4, ou au tour 3, et c'est pas grave en fait si on joue Sol Ring, parce que moi généralement, la contrainte que je me donne, c'est je joue Sol Ring s'il est pile dans la curve de mon commandant. Si j'ai un commandant qui coûte 4, et bah je suis trop heureux de pouvoir l'appeler tour 2. C'est on va dire la seule fenêtre où je me permets d'ajouter Sol Ring à mes packs, en tout cas à partir de maintenant, parce que c'est vrai que j'évite de mettre trop de fast mana. J'ai pas mal de mes anciens decks qui contiennent Sol Ring, mais maintenant c'est un peu ma contrainte de deck building, on va dire. Et le truc, c'est que Bandit, quelques jours avant le tournage, nous demande de passer nos decks bracket 3, parce qu'entre temps, bah, les brackets sont sortis. Et alors les braguettes, il m'a demandé d'ouvrir ma braguette. Et donc les brackets, c'est pas vraiment on va dire un niveau de power level, c'est une échelle sur laquelle on se met d'accord dans une optique précise. Est-ce que ton deck, c'est un deck fun qui permet pas forcément de gagner, mais voilà, c'est un deck avec une thématique un peu rigolote qui va pas forcément gagner, bah ça c'est du bracket 1. Est-ce que c'est un deck 100% compétitif qui est là pour laminer l'adversaire, bah là dans ce cas-là c'est du bracket 5. Et puis on range comme ça notre deck. Il se trouve que moi, quand j'ai rentré ma liste sur Moxfield, il se trouvait que c'était un bracket 1. Donc j'ai essayé un petit peu de rajouter de la consistance et du power level à ce deck, et c'est aussi pour ça que j'ai rajouté du fast mana. Au début j'avais juste quelques pièces de rampe, et finalement bah, j'ai essayé de me mettre à niveau. Mon deck est finalement quand même resté bracket 1, mais il y avait un peu plus de power level, ce qui fait que je pouvais rivaliser avec mes adversaires lors de cette partie. J'ai entendu Bandit dire qu'il vous a demandé un build bracket 3. T'as pu le faire assez fluidement. Alors c'est ce que j'expliquais en fait, c'est exactement ce que j'ai d'expliquer, désolé j'avais pas vu ton message. Comme je disais moi, vu que c'est vraiment un deck où je suis resté sur la thématique, parce qu'à la base on m'avait demandé de builder un deck thématique métal, je suis resté dans ce truc de faire exploser des petites créatures mignonnes avec le Jolly Balloon. Et donc c'est voilà, ça manquait un petit peu peut-être ça manquait un petit peu de carburant, ça manquait un petit peu d'agressivité, ça manquait un peu de... Alors parfois en commandant multi c'est très bien, parce que si en début de game t'es un peu derrière les autres, généralement on va un peu te laisser tranquille, et puis c'est une fois que tes engines sont installés, que en late game tu vas pouvoir fumer les autres. Mais bon, même si Moxfield disait que j'étais en bracket 1, en vrai je trouve que en termes de power level ça se tenait quoi. En plus j'ai fait une très très bonne main de départ. Alors j'ai fait un mulligan, j'ai fait un premier mulligan à 7, et ensuite j'ai fait une des meilleures mains possibles avec ce deck, donc je peux pas me plaindre quoi. Après Moxfield est un peu à l'ouest sur ça, il repère pas très bien les synergies. Oui j'ai l'impression que sur les pièces de combo il galère un peu. Mais non, mais globalement on a vérifié les listes avant de jouer et ça se tenait. Et le but aussi c'était de proposer une game amusante, une game où il se passe des choses, une game où tout le monde peut montrer un petit peu à la caméra les synergies de son deck, et ce fut le cas, donc c'est le principal. T'as zoom zoom breakeket, oui c'est ça, oui, il a fallu que je zoom zoom breakeket mon deck un petit peu, ouais. Voilà. Derrière, évidemment, bah, le cachet d'ésotérisme. Alors, on a pris un cachet d'ésotérisme un petit peu evil, un petit peu dark, voilà. Un cachet d'ésotérisme qui nous vient du set Warhammer. Voilà. Donc, encore une fois, vous allez voir, c'est très thématique, hein. C'est comme les basiques. Tous mes basiques sont des full art foil qui nous viennent de Duskmourn. Voilà, parce qu'on est sur un plan maison hantée, film d'horreur.
un peu gore et tout, donc vraiment, ouais, je suis vraiment allé au bout du flavor. Finalement, j'ai respecté la requête de Bandit qui était un Sol Ring spécial métal. Un petit rubis médaillon, parce qu'en fait, on a beaucoup... Le deck est principalement rouge, hein, vous verrez, il y a un petit peu de blanc. Je dirais que, allez, 25%, 20% des cartes actives sont du blanc. Et tout le reste, bah, c'est soit du multicolore, soit du rouge, mais principalement du rouge. Donc je pense que le rubis médaillon est plutôt legit. Ça permet d'économiser quand il est là 1 voire 2 mana par tour. Donc c'est assez intéressant, puis il est beau. Il est tout feu tout flamme, il est métal. Le sceau du Patriarche, alors ça c'est très intéressant parce que non seulement donc il permet de ramper un petit peu, et il va permettre pour 1 mana de dégager une créature légendaire que l'on contrôle. Et ça c'est très intéressant dans le Jolly Balloon, parce que le Jolly Balloon, pour qu'il puisse faire sa capacité, il faut l'engager. Donc ça permet au moins une fois par tour de dégager le Jolly Balloon pour refaire sa capacité et de recréer un ballon. Donc vous allez voir qu'on a pas mal de cartes qui permettent justement de profiter un peu plus des effets du Jolly Balloon. Et celle-là en fait partie. Cette carte en fait partie. La casseuse de figures professionnelle, une 2-3 menaces pour 3. À chaque fois qu'une créature que je contrôle inflige des blessures de combat à un joueur, on va créer un jeton. Et on peut sacrifier un jeton trésor. Et on peut sacrifier un jeton trésor, si jamais on n'en a pas besoin parce qu'on a suffisamment de mana, suffisamment de land. Et ben on va pouvoir exiler la carte du dessus de la bibliothèque. Et jouer cette carte. En fait, ça permet voilà, de jouer des cartes supplémentaires, de faire du card advantage. Donc c'est très bien, sachant qu'on est quasiment sûr de connecter pour créer notre jeton trésor, étant donné que les ballons qu'on va créer volent. Donc c'est très facile de créer une copie de la casseuse de figures sous forme de ballon et d'aller faire exploser ce ballon à la tronche d'un adversaire afin de créer son token trésor. Voilà, donc ça c'est une pièce de rampe qui est assez cool, hein. Et puis en plus ça a la menace. Donc menace plus vol, plus célérité, normalement il y a au moins un adversaire avec qui on peut connecter pour créer notre trésor. Elle ne m'a jamais servi pour l'instant. Voilà, donc je peux pas témoigner de son efficacité ou pas. Dans le même genre, on a le gobelin rusé. Alors, vous allez voir aussi que je privilégie les coups de mana rouges. Parce qu'en fait, j'ai des finishers dans le deck. Parmi mes wincon, j'ai des cartes qui jouent sur la dévotion au rouge. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de mana coloré rouge dans le pack. Et c'est pour ça que j'ai privilégié ce gobelin rusé par rapport à d'autres pièces de rampe. Parce que même si c'est pour 2 mana qu'une petite 1-1, il permet de faire un trésor. Donc dans la même optique que la casseuse de figures, on va pouvoir le copier pour aller connecter. Même pas besoin de connecter d'ailleurs, parce qu'il suffit de le copier de toute façon et d'en faire un ballon pour refaire un trésor derrière. Par contre, il coûte 2 mana rouge et vous verrez que ça c'est important. C'est que du Purphoros, pourquoi tu dis ça? Ah, il est là. Non, t'as pas vu. C'est faux. Il n'y a pas que Purphoros d'ailleurs. Hein. Oui, Purphoros en fait partie. Mais il y a plus fort. En fait, il y a un truc bien plus surprenant et vénère dans le deck qui joue sur la dévotion rouge. Vous verrez quand on va arriver au Wincon. La pile de Wincon, elle est là. La Voriane charmante qui est excellente. Donc évidemment, une Voriane charmante qu'on va éviscérer afin de faire un ballon avec sa peau, comme d'habitude, et d'aller la faire exploser à la tronche de nos adversaires. Donc là, on est très flavor. C'est une 1-1 célérité, donc c'est très fort parce que elle pourra nous faire looter. Enfin, looter à l'inverse, je sais plus comment on dit, donc c'est-à-dire défausser, piocher. Donc ça, c'est très bien pour trier un peu le pack. Hein. On va soit pouvoir créer un trésor, donc ramper, ou lui attacher un rôle maléfique. Alors le rôle maléfique, je vous avoue que je l'ai même pas, le token. Je suis même pas sûr de savoir ce que fait un rôle maléfique. En tout cas, elle est là soit pour faire piocher, soit pour créer un trésor, donc c'est très bien. Sachant que ça se déclenche à chaque fois qu'elle arrive, et à chaque fois qu'on fera une copie avec le Jolly Balloon, on pourra choisir soit de ramper, soit de piocher, donc c'est très fort. Pour 2 mana, c'est un des meilleurs drop 2 du pack. La Marraine des Arts, toujours pareil, une petite rampe en rouge pour faire du trésor, une 3-1, le body on s'en fout. Là où c'est intéressant, c'est que non seulement elle déclenche son effet quand elle arrive, mais quand elle meurt également. Donc sachant que dans tous les cas, on est obligé de sacrifier notre ballon à la fin du tour, ça va nous faire 2 trésors par tour. Donc ça pareil, très bonne pièce de rampe, très bien. Malheureusement j'ai pas eu l'occasion de la jouer, mais ça permet vraiment de ramper pour aller vers nos grosses wincon, et donc c'est une très bonne carte. Puis l'illustration est un peu marrante, un lézard qui s'habille en princesse, c'est pas tous les jours qu'on voit ça.
Land Tax, évidemment, en multi, ça va toujours faire piocher au moins 3 cartes. Sachant que moi je vais pas forcément aller tuto des lands dans mon pack. Moi c'est surtout toute ma rampe en fait, c'est surtout des trésors ou des cailloux. Donc il y a toujours un moment donné dans la partie où en fait il y a un joueur sur les 3 adversaires qui va avoir plus de land. Et en fait juste land tax, ça fait au moins piocher 3 quoi. Parce qu'on va aller chercher 3 basiques. Donc non seulement on épure un peu le deck, techniquement c'est comme si pour un blanc on avait pioché 3. Je vois pas pourquoi je me priverais de ça. Voilà, et puis on est toujours sûr d'avoir des lands en main pour faire ses land drops, quoi. Ouais, mais fais attention à bien wrap en fin de tour, sinon ça va pas scale en jeu, et tout de suite en bracket variable, ça va bloquer. Alors, cette problématique, Tanguy, j'y ai beaucoup réfléchi avant de monter le deck, mais il se trouve que sur des doubles triggers, on a double ATB, donc en fait, on va vrasser le board assez rapidement, ça va faire beaucoup d'engine au cimetière, et à partir de là, sur une thématique réanimator, tu te fais plaisir, quoi. Et là, crois-moi, ton adversaire, il fait la gueule. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, t'inquiète pas. Un solemn simulacre solennel. C'est peut-être... Ça fait partie des cartes, je pourrais peut-être... je pourrais peut-être changer ce slot parce que ça coûte 4, c'est peut-être un peu trop haut de curve pour le deck qui est à 2,5 en termes de curve, sachant qu'au moment où il arrive, son effet, est-ce que j'en ai encore vraiment besoin? Je sais pas. C'est une 2-2 pour 4, quand il arrive, je vais aller chercher un land, bah si, vous voyez, en fait j'ai du tutor de land. Donc ça va un peu ça rentre un peu en contradiction avec land tax, donc peut-être aussi une raison de plus pour trouver autre chose de plus sympa, peut-être ajouter une wincon, parce que c'est vraiment ce qui m'a manqué... C'est vraiment ce qui me manque généralement, c'est une bonne wincon en fait qui retourne la game. Là on va aller chercher un land qui va arriver engagé sur le board, et puis quand ça va mourir, on va piocher, ce qui fait que quand on le copie, on va chercher un land, et à la fin du tour on pioche. Ça reste très sympa hein, sur une copie ballon. D'ailleurs qui est ballon dans le chat? Anna, il me semble que toi t'as un peu ballon, non? Buzza the Bounding Spring. Alors en fait, au-delà le fait que la carte est magnifique, donc art alternatif, extended, qui nous vient de Blomborough. Ballon pour le... Ah, le ballon Ricard, le verre à ballon. Ok, d'accord, pour le Ricard. Très bien. Bah tu vois, là on a un petit jaune là. Alors pareil, Buzza, en vrai ça fait partie des cartes que je pourrais potentiellement remplacer, mais ça fait tellement de value, et à chaque fois que je l'ai résolu, c'était tellement fort. Je pense même que ça m'a permis de win des games Buzza, parce que sur le papier, on a un peu de mal à se rendre compte, mais en vrai, c'est assez fort. Même quand on trigger pas tous ses effets, c'est fort. C'est une 4-5 pour 4. Pour 2 blancs, ça me fait chier. Mais bon. Pour 2 blancs, donc déjà, elle est plutôt balèze. Quand elle va arriver sur le champ de bataille, si on a un adversaire qui contrôle plus de land, on va créer un trésor. Si on a un adversaire qui a plus de points de vie, on va gagner 4 points de vie. Si on a un adversaire qui a plus de créatures que nous, on va créer 2 tokens poissons 1-1. Et si on a un adversaire qui a plus de cartes en main que nous, on va piocher une carte. Moi, généralement, je gagne les points de vie. Enfin, dans ce deck, hein, quand je fais une table de multi, généralement, ce qui se passe, c'est que je pioche et je gagne 4 points de vie. Derrière, je fais une copie avec Jolly Balloon. Alors la copie va immédiatement mourir parce que Buzza est légendaire, mais c'est pas grave, parce qu'elle a le temps d'arriver sur le board, et de trigger. Donc je vais repiocher, et je vais regagner 4 points de vie. Donc pour 5 mana, piocher 2 cartes, gagner 8 points de vie, et ça fait la différence, mine de rien. Et ça a pu me sortir de quelques situations. Donc pour l'instant je la laisse, mais après c'est pas une carte qui est full optimisée pour le deck. Voilà, c'est juste que je la trouve magnifique, j'adore cette carte. Je trouve que le design, il est assez chouette en plus, il y a une espèce d'élégance, je trouve, dans ce design, qui est dans son effet, qui est vraiment cool. Donc voilà, je l'ai ajouté, mais ça fait partie des slots qui pourraient voir un changement. Voilà, donc ça, c'était toutes mes pièces de rampe. Maintenant, on va passer aux cartes qui font piocher. Alors, qui ne font pas que piocher, mais qui entre autres font piocher. Donc on a Welcoming Vampire. Ça pour 3, donc un blanc ça a le vol, c'est une 2-3. Et en fait à chaque fois qu'elle va voir une créature qui a 2 ou moins de force arriver sur le champ de bataille, on va piocher. On peut le faire qu'une seule fois par tour, mais sachant que les copies qu'on fait avec le Balloon Man, c'est des 1-1, ça va faire piocher au moins une fois par tour. Voilà, donc c'est pas dégueu. Piocher une fois par tour, c'est... Enfin, piocher une carte en plus par tour, c'est cool.
Pareil, ça c'est optimisable. C'est cool, mais c'est optimisable. Wall of Omens, exactement dans le même... dans la même optique, sachant que si ça arrive en début de partie, c'est chouette, parce qu'une 0-4 qui bloque, bah c'est cool. Ça, pendant 2-3 tours, généralement, on te laisse tranquille, tu vas pas te faire pinguer par des petites créatures qui rôdent ici et là. Et puis ça fait piocher, donc pareil, tu peux le copier, tu vas piocher, c'est pas hyper optimisé, mais ça fait le taf, hein. Vraiment, en début de game, ça permet d'aller toucher nos lands, ça permet d'aller toucher nos premières engines pour commencer à faire un board intéressant. C'est Wall of Omens, et c'est comme Mur de Fleurs, hein. Voilà, sa version verte, ça fait toujours le taf. Skull Clamp, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer? Pas spécialement, hein. C'est-à-dire que dès qu'on va enchanter, plutôt que d'attendre la fin du tour pour que notre ballon explose, donc soit sacrifié et explose, et ben on va le Skull Clamp, voilà, on va l'équiper pour 1, il va finir au cimetière, mais on va piocher 2 cartes. Voilà, sachant que de toute façon, vous verrez que les tokens dans ce deck, c'est de la chair à canon, généralement. C'est de la chair à canon pour le Goblin Bombardment, c'est de la chair à canon pour Skull Clamp, voilà, généralement ça sert à ça, et ça fonctionne. Sentinelle d'Esper, pareil, hein, ça permet de piocher en blanc, quand ça arrive tour 1, bah, c'est extrêmement fort, alors c'est très vite géré, hein, parce que ça fait beaucoup trop de cartes advantage, vous allez piocher plusieurs fois par tour de table. Après, c'est créatures artefacts, donc c'est à la merci de plus de sorts que uniquement des pets créatures ou des pets arthos. Là, ça se fait avoir par les pets arthos et par les pets créatures. Une petite 1-1 qui va faire piocher à chaque fois qu'un adversaire joue un sort non créature, lance son premier sort non créature par tour, à moins qu'il ne paye X, X étant la force de la Sentinelle d'Esper. Très rapidement, les gens vont avoir la flemme de payer un mana de plus, surtout en début de game, en fait, où elle est censée arriver. Donc, bah voilà, ça c'est un petit staple, hein, dans les decks blancs, quand on veut piocher. Quand je vous disais que le but est de faire exploser des petites créatures mignonnes à la gueule des adversaires, bah voilà. On a le petit chat, une 1-1 pour 2, quand il arrive, il nous fait piocher. Donc pareil, bah le but, ça va être de le copier, et puis bah voilà, de nous faire piocher, puis il va exploser à la fin du tour. Alors, on aura quand même le temps d'aller pinguer l'adversaire, parce que bah sa version volante sous forme de ballon volera et aura la célérité. Loran of the Third Pass, une petite 2-1 pour 3, elle a la vigilance, elle est très cool parce qu'elle va permettre de nous faire piocher, mais également de faire piocher un de nos adversaires. Donc ça peut être une petite pièce de politique qui est intéressante. Et c'est également une créature qui va permettre des interactions avec les artefacts et les enchantements adverses. C'est littéralement ce qui m'a manqué. Et c'est souvent ce qui me manque d'ailleurs dans mes decks, c'est des interactions. C'est une de mes seules cartes qui permet de détruire des enchantements ou des artefacts, c'est pas assez, il me faut d'autres cartes comme ça. Voilà. Maxwell fait péter des chats en live et ça tourne mal. Et plus que ça, c'est-à-dire que je leur arrache la peau, j'en fais des ballons, et je vais les faire exploser sur mes adversaires. Non, on est vraiment dans un truc cradingue. Bah lui aussi, tiens, regardez, le petit Shiba là. Le petit Shiba, j'en fais de la chair à saucisse, hein, c'est pareil, hein. C'est exactement comme le chat, c'est une 1-1 pour 2, à part que bah, il est créature enchantement. Quand il arrive, il fait piocher, donc en début de game, il va pouvoir nous faire piocher encore plus de cartes avec le Jolly Balloon. Enduring Innocence, ça pareil, on a envie d'aller le faire exploser à la gueule de l'adversaire, le petit Bambi là. Il y a Péta qui va te tomber dessus. Ah non mais clairement, c'est un deck problématique, hein, je vous le dis. Alors vous verrez hein, pendant l'épisode de Sol Ring, vu ce que ça joue en face, franchement voilà. Je pense que c'est pas moi le pire. Vous verrez, quand ça joue 3 monos noirs en face, vous verrez que finalement c'est plutôt ma défense que vous avez envie de prendre. Parce qu'en fait, des petits animaux qu'on torture, ça suffit pas en fait, face à 3 monos noirs. En quoi faire des ballons de chat, c'est pire que prendre leur boyau pour faire des cordes de guitare? Bah c'est à peu près la même chose. Hein. C'est à peu près la même chose, sauf que j'ai pas trouvé de commandant qui permettait de faire des cordes de guitare avec des boyaux. J'ai juste trouvé le moyen de leur arracher la peau et d'en faire des ballons. Ah, c'est limité Magic comme jeu, je trouve, on peut pas faire grand chose. Hein. La modération n'a pas été avertie du contenu de ce live et ne cautionne aucunement les actes du diffuseur. Hein. Ouais, en plus, j'ai pas mis le stream en moins de 18 ce soir. Enduring Innocence, alors pareil, beaucoup de mana blanc coloré, enfin de mana coloré blanc, mais en fait, dans mon deck, ça me fait piocher 5-6 cartes par partie. C'est une 2-1 pour 3, ça a le lifelink. Quand ça meurt, ça revient sous forme d'enchantement.
Donc ça, il y a de la récursion, donc c'est trop bien. Et à chaque fois qu'une créature qui a 2 ou moins de force arrive sur le champ de bataille, et bah on pioche une carte. Alors ça trigger qu'une seule fois par tour, mais ça va faire piocher une carte par tour, sans exception. Voilà. Parce que le but quand même, c'est à chaque tour de pouvoir copier une créature avec le Jolly Balloon, hein, évidemment. Donc Endure Innocence, trop bien. En plus, bah, si c'est géré, ça revient. À moins que ce soit exilé directement, mais bon... généralement, une fois que ça arrive, ça reste là toute la partie. Et ça fait piocher une carte par tour, et c'est trop fort. Le seul défaut de la carte dans le pack, on va dire, c'est que c'est 2 mana blancs, quoi. Après, pour piocher, il y a plus de trucs en blanc qu'en rouge. En rouge, c'est de l'impulse draw, des trucs comme ça, mais un peu plus facile, en tout cas, dans cette stratégie de piocher en blanc. Idol of Oblivion, c'est un petit artefact qui va coûter 2 seulement, qu'on va pouvoir engager gratuitement pour piocher une carte, à condition qu'on ait créé un token ce tour-ci. Évidemment, avec le Jolly Balloon, on a au moins un token qui arrive sur le champ de bataille à chaque tour. Donc pareil, ça va nous faire piocher à chaque tour. Il y a même un petit effet qui se coule en late game qui est très chouette. On va pouvoir payer 8, l'engager, le sacrifier et faire popper une 10-10 Eldrazi. Voilà, ça c'est la petite surprise de late game. J'ai jamais résolu cet effet, mais de toute façon la carte, juste avec le premier effet, ça tient la route, hein, donc pourquoi pas. Donc voilà, toutes les cartes qui permettent de piocher, et qui rentrent un petit peu aussi en synergie avec le commandant. Maintenant, je vais vous montrer mes win-con. Il y a pas mal de win-con dans le deck. Alors, vous voyez que il y a quand même beaucoup de choses à gérer dans le deck, hein. Là, vous avez vu, on va dire, les pièces classiques, donc la rampe. Et encore la rampe, je me tâte à en enlever quelques-unes parce que finalement, comme je l'ai dit, ma mana curve elle est à 2,5. Le problème c'est que mes win-con demandent quand même pas mal de ressources en mana. Donc je sais pas. Je sais pas, globalement j'ai l'impression de manquer de rien. Le seul truc qui me manque souvent c'est d'aller chercher mes win-con. Voilà, c'est tout le temps le late game qui est un peu galère pour moi. Dans les win-con, on a évidemment Goblin Bombardment. C'est pas seulement une win-con, c'est aussi une pièce qui permet de faire un peu de politique. Parce que bien souvent, quand il va y avoir une créature à gérer, c'est vers moi qu'on va se tourner. Parce qu'il me suffit de sacrifier une créature, en l'occurrence des tokens ici, gratuitement, en instant, pour pouvoir mettre un dégât où je veux. Donc je peux mettre un face à un adversaire où je peux cibler des créatures. Donc ça permet de faire un petit peu de politique, c'est une carte qui est intéressante et qui marche très très bien dans le deck. Sachant qu'il n'y a pas que Jolly Balloon qui me permet de faire des tokens, vous le verrez. Ouais, je l'ai chopé en tempête, je suis un peu deg, il est arrivé un peu abîmé. Alors ça c'est la sleeve, hein. La crasse que vous voyez là c'est la sleeve. Mais là on a du point blanc, du point blanc, du point blanc. Le problème c'est que c'est cher, hein. C'est très cher, donc je l'ai pris un petit peu dégueulasse quoi. Au pire tu me revends ton Goblin Bombardment et tu t'en reprends un mint, j'en ai besoin. Non parce que c'est trop cher. Mint c'est trop cher, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dû le prendre pas mint, hein. Ah c'est tempête, hein, ça date, hein. Et une fois qu'on a nos engines bien installés, en fait on sacrifie un token, on peut rapidement mettre 3, 4, 5 dans la tronche de l'adversaire. Voilà. La prendre dans Tempest alors qu'elle existe en FNM. Ah je pense que la version FNM elle doit coûter un bras. J'avoue là j'ai pas les prix devant moi, mais surtout si c'est une belle FNM foil. Peur de brûler vif. Ça coûte 6 mana dont 2 rouges, donc on est content. Parce que 2 rouges ça permet de vite trigger la dévotion. Elle est 4-4, mais en vrai c'est pas forcément le body qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse c'est son ATB. Quand elle arrive sur le champ de bataille, elle va mettre 4 blessures à chaque adversaire. Donc accompagnée d'un Solfim ou d'un Panharmonicon. Dès qu'elle arrive, elle va mettre 8 à tous nos adversaires. Et il suffit derrière de la copier avec Jolly Balloon Man pour 1 mana. Et on va remettre 8. Donc c'est à dire là, peur de brûler vif, dans cette synergie, ça arrive sur le champ de bataille, ça peut facilement mettre 16 ou plus. Immédiatement. Voilà. Donc ça fait partie des win-con. Les gens s'y attendent pas. Ça arrive sur le board, bam, tous les adversaires prennent 16 dégâts dans la tronche. Malheureusement, j'ai jamais pioché peur de brûler vif. Enfin, j'ai dû la piocher peut-être, mais j'ai dû m'en débarrasser très rapidement, probablement. C'est extrêmement fort, ça marche très bien dans le pack. Et là, on est vraiment dans ma stratégie burn. Donc Jolly Balloon burn, et pas token go wild, quoi. C'est intéressant. Tai Vakin, Perfect Shot, c'est une 2-3 pour Boros. Alors là, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est un mana sink, dans le sens où si on paye X et qu'on l'engage, si à un moment donné, une source devrait infliger des non-combat damage à un joueur,
et ben on va infliger X blessures à la place. Donc c'est tout con, mais imaginons qu'on a un bombardement gobelin sur la table, pour citer lui encore une fois, et qu'en fait on va juste sacrifier une créature pour coller un face, mais qu'en fait on a v'là le mana d'étape, qu'on est en late game, et qu'on n'arrive pas à avoir le reach sur un adversaire, et ben on va engager 8 terrains, on va engager Taivakin, et on va mettre 8 dégâts face à l'adversaire directement. Voilà, enfin 9 pour le coup, parce qu'il y a les 1 du bombardement, plus les 8 manas investis derrière. Donc en fait, alors pareil, c'est une carte que j'ai jamais sortie encore. En fait, c'est très bizarre parce que je fais toujours un peu les mêmes sorties avec ce deck, et je vois toujours à peu près les mêmes cartes. Vous savez, ça arrive parfois qu'on monte un deck, et que pendant 10, 15, 20 games, il y a des cartes qu'on ne voit pas. Et Taivakin en fait partie, j'ai jamais eu l'occasion de la tester. Bon, elle a un petit effet en plus qui permet d'éventuellement piocher, si on met un nombre de dégâts pile égal à la défense d'une créature. Bon, c'est jamais arrivé, je suis pas sûr que ça arrive un jour. Mais c'est pas ce qui est le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'en late game, elle peut faire très mal. Voilà. D'autant plus, encore une fois, si on a des permanents qui permettent de doubler les dégâts, etc., elle devient vraiment très intéressante. Arabelle, poupée abandonnée. Donc ça, c'est une créature qu'on voit justement un peu plus dans les stratégies Go Wild. Mais en fait elle est tellement forte et elle coûte tellement peu cher que ça fonctionne ici aussi, hein. Elle coûte Boros, c'est une 1-3, à chaque fois qu'elle attaque, elle va infliger X blessures à chaque adversaire, et moi je vais gagner X points de vie, X étant le nombre de créatures avec une force inférieure ou égale à 2 que l'on contrôle. J'ai beaucoup de créations de tokens, globalement mes créatures ont moins de 2 de force, donc en fait à partir du moment où elle va attaquer, et elle pourra attaquer quoi qu'il arrive, parce que... Ah oui, alors tiens, en fait il y a un truc qui cloche. Il y a un truc, je viens de repérer un petit souci avec cette carte, c'est qu'elle est légendaire. Ce qui fait que je vais avoir moins de possibilités. Alors oui, encore une fois, la liste est à affiner. Là, je viens de repérer un truc en fait qui fonctionne pas très bien avec le deck. C'est-à-dire que quand je vais la copier pour pouvoir attaquer en l'air sous forme de ballon, parce que oui, on aime faire exploser des petites poupées, leur arracher la peau et les faire exploser, je vais devoir choisir entre le ballon et la vraie Arabella, vu qu'elle est légendaire. Ouais, pour une Povenko, c'est abusé, ouais. Elle a le pouvoir level d'une rare large. Tu tires toujours les mêmes cartes et tu crois pas au tarot. Et non, effectivement. Par contre, je crois en Magic. Je crois au pouvoir des cartes. Donc, je tire des conclusions en rapport à ce que je pioche à Magic, mais pas au tarot. Chacun ses croyances, Anna. Tu respectes mes croyances, ok? Oui, donc Arabella, alors, le truc, c'est que sur 3 adversaires, bon, il y a un moment donné, je pense, où elle pourra quand même attaquer, mais ça enlève un peu de son power level, parce que moi, mon but, c'était de la faire attaquer en l'air pour être sûr de pouvoir drain mes adversaires. Bon, en tout cas, vous avez compris le principe, j'ai toujours 3-4 créatures sur le board minimum, donc à chaque fois, elle va faire perdre 4 à toute la table, et moi, je vais gagner 4 points de vie, ce qui est vraiment pas négligeable. Mais c'est vrai que le fait qu'elle soit légendaire, je peux pas doubler grâce au Balloon Man... Ces effets, c'est un peu dommage. Arracher la peau d'une poupée pour faire des ballons, en fait, c'est le voisin de Andy dans Toy Story. Il y a un petit côté comme ça, ouais. Il y a un petit côté créature de l'enfer. On essaye de bouibouiter des trucs avec des petites choses mignonnes pour en faire des horreurs. Il y a un peu de ça. Bon, on est dans Duskmourn, hein. Je suis assez flavor avec le côté horrifique de Duskmourn, finalement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cartes Duskmourn aussi dans le deck, hein. Peur de brûler vif, Arabelle... Chevalier saccageur, donc là on est sur Hammer, une 6-5 pour 5 qui a le piétinement. Au début du combat, pendant mon tour, je choisis un adversaire au hasard. Et le chevalier saccageur va devoir l'attaquer pendant ce combat si possible. Et quand il meurt, il va infliger 4 blessures à un adversaire ciblé choisi au hasard. Donc c'est une 6-5 qui va forcément aller chez un adversaire. Il est quand même très costaud, donc il a la force de ses opinions. Je veux dire, il peut aller attaquer, il a pas très peur. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on va en faire un double avec le Jolly Balloon Man. Le Jolly Balloon Man, on est sûr de toute façon qu'il dégage à la fin du tour, donc on est sûr de mettre nos 4 blessures à un adversaire ciblé choisi au hasard. Encore une fois, vous le verrez, on a plein de moyens d'ajouter des non-combat damage supplémentaires, de doubler les non-combat damage, donc en fait, généralement ça va être 8 que l'adversaire va prendre dans la tronche. Et en plus de ça, même lui, c'est-à-dire que même s'il est bloqué et qu'on le trade, il va remettre 4 ou 8. Donc en fait, dans un tour, ça peut facilement mettre 16 dans la tronche, Chevalier Saccageur, quand ça attaque. C'est une win-con. Dans le deck, c'est une win-con. Voilà, c'est costaud.
Berserker Balduvian, il paye pas de mine, c'est une 1-3 pour 3, il a l'enrôlement, donc c'est-à-dire qu'au moment où on attaque, on peut engager une autre créature non attaquante, et en fait on va rajouter la force de cette créature au Berserker. Et quand il meurt, bah ça tombe bien, on va infliger un nombre de blessures égal à sa force à n'importe quelle cible, donc créature ou joueur. Là c'est un peu plus mesquin, c'est un peu plus tricky, c'est-à-dire que contrairement au chevalier saccageur, bah là les gens vont moins le voir venir, parce que c'est une 1-3. Mais très rapidement, quand on aura nos Solfim sur la table, quand on aura nos Gisela sur la table, quand on aura nos Oyer sur la table, et ben on va pouvoir les engager. Généralement, on va faire l'enrôlement avec la copie, donc avec le ballon. Ce qui fait qu'on va attaquer avec une 5-1 vol célérité. 5-1 vol célérité, on est sûr que ça meurt à la fin du tour vu qu'on doit sacrifier le ballon. Si on le sacrifie pas avec un moteur de sacrifice comme le bombardement. Supposons qu'on ait un doubleur de dégâts sur la table, et bah ça va mettre 10 dans la gueule d'un adversaire. Et celui-là, il le voit pas trop venir généralement, parce que c'est un peu tricky, c'est un peu... Parce que ce berserk qui va rester au sol, le ballon il va voler, il va forcément connecter avec quelqu'un. Et sachant que ça a l'enrôlement, bah ça... En fait, ça peut aller très vite, quoi. Donc, vous voyez, les wincons sont un peu tricky, on les voit pas forcément venir, c'est toujours un peu bizarre, c'est toujours... Et c'était tout le but du deck, en fait. Parce que le problème des decks burn, c'est qu'on le voit venir. Alors là, on le voit venir, peut-être pas la première game, cela dit, mais dans tous les cas, il y a tellement de façons différentes d'arriver à nos fins, que c'est un peu compliqué pour l'adversaire d'analyser le board. Alors, dans le doute, généralement, on se fait... Alors on se fait gérer, on peut vite devenir l'arc ennemi, par peur justement de se prendre une brûlure qui vient de n'importe où. Mais le fait que ce soit un peu camouflé, un peu tricky comme ça, bah, ça peut surprendre, et c'est souvent comme ça que je gagne d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on me voit pas trop venir. Et même des fois, le reach, on l'atteint plus vite que prévu, quoi. Tectonic Giant pour 4, dont 2 rouges. 2 rouges, je vous rappelle que ça nous fait plaisir. C'est une 3-4... quand il attaque ou qu'il devient la cible d'un sort, et pas d'une capacité malheureusement, donc c'est dommage parce que ça s'auto-alimente pas avec le Jolly Balloon Man, ce qui est très dommage. Bon, après, s'il est géré, c'est bien parce qu'on va déclencher un de ses effets. On va pouvoir choisir donc un des 2 effets, soit mettre 3 damage à chaque joueur, donc c'est bien parce qu'on va pinguer tout le monde, enfin pinguer, on met quand même 3 minimum à tout le monde, soit exiler les 2 cartes du dessus de la bibliothèque, et jusqu'à la fin du tour, on va pouvoir les jouer. Donc on a soit un petit peu de carte advantage, soit en fait on va être dans notre optique justement de brûler les adversaires. La condition c'est quand même qu'il attaque, donc généralement on va en faire une copie pour attaquer avec le ballon. C'est pas la plus grosse carte du deck, ça rentre dans mes synergies mais c'est un peu cher pour ce que ça fait. Et il y a un conditionnement qui moi je trouve un peu chiant, un petit peu... Voilà, il rentre dedans mais ça pareil c'est un des slots où je me dis on peut trouver mieux, peut-être. Le tyran des hauts de Caire. Et ben on est toujours dans cette optique voilà, de wincon qui vont brûler les adversaires. Hein. C'est un beau bébé, il coûte 6, dont 2 rouges. Il est 4-5, il a le vol. Quand il arrive sur le champ de bataille, il va mettre 4 à n'importe quelle cible. Derrière c'est un dragon, donc on peut rajouter du fuel en payant du rouge pour lui donner plus 1, plus 0. C'est pas ce qui nous intéresse. Quoi qu'en late game, ça peut être cool parce que foutre des mandales en l'air pour 4 minimum... en fait, ça peut faire des choses, mais en tout cas, il sert pas à ça. Il est là pour mettre 4 quand il arrive, être copié par le Jolly Balloon, remettre 4. Au moment où ça arrive en late game, on a nos permanents qui permettent de doubler ce genre de trigger. Donc il met 8, puis il remet 8. Ça fait 16 dans le tour. Non, j'ai pas l'Overlord rouge dans le deck, non. Non, je l'ai pas mis. Alors voilà, ma plus belle wincon, c'est celle-là. Quand je vous disais qu'on faisait attention à la dévotion au rouge... et pas que pour Purphuros. Hein. Ce Purphuros en soi, on s'en fout un peu de l'activer, même si c'est toujours cool qu'il soit on sur le board, parce qu'il est indestructible et qu'il est 6-5, donc c'est un très gros bébé. Mais la vraie wincon du deck, la plus intéressante, c'est le Fanatic of Mogis, qui ne coûte que 4, c'est une 4-2, et quand il arrive, il va mettre un nombre de dégâts à chaque joueur, donc en fait ça peut raser la table en un trigger. Il va mettre un nombre de dégâts égal à notre dévotion au rouge. Et comme vous l'avez vu, on a beaucoup de mana coloré rouge dans nos coups de mana. Donc en fait ça arrive et ça peut mettre 5 x 2, 10, copie avec le Jolly Balloon, 20. Et le but c'est de faire ça. C'est en fait il arrive, tu gagnes. Voilà.
il va très vite être géré, hein, parce que les gens vont voir vont voir le subterfuge, hein, ils vont voir la lave couler vers eux, ils vont voir le volcan qui explose au loin et la lave arriver vers eux. Mais le but c'est, il arrive, on en fait une copie avec le Jolly Balloon Man, et bam, quoi. Et là c'est intéressant. Le Fanatic of Mogis, très très fort. Pareil, alors ça c'est un peu le même genre de stratégie, mais en un peu moins fort, hein. Ça coûte... donc le champion de la fonderie, ça coûte 6, c'est une 4-4. Quand il arrive sur le champ de bataille, il inflige à une cible, créature ou joueur, un nombre de blessures égal au nombre de créatures que l'on contrôle. Donc c'est exactement la même chose, sauf que là on va regarder le nombre de créatures et pas la dévotion au rouge. Il coûte un peu plus cher, généralement il va faire un peu moins de dégâts. Mais on est sur la même optique, c'est une win-con supplémentaire qui rejoint la stratégie, quoi. Balor, le gros Balor qui nous vient de Donjons et Dragons. Donc pareil, il coûte 2 rouges plus 3. Donc c'est très bien, il coûte 2 rouges, hein, c'est ce qu'on veut. Je vais évidemment privilégier les créatures qui ont beaucoup de mana coloré rouge dans leur coup de mana. Il est 5-5 vol, c'est un beau bébé. Alors lui, il est un peu plus chiant à déclencher parce que c'est pas un ATB. Il va avoir un effet quand il attaque ou quand il meurt. Et je vais pouvoir choisir un des modes. Donc il a 3 modes. D'ailleurs, je peux cibler un autre joueur que moi. C'est-à-dire que je peux faire ça à un autre joueur si je veux. Donc pareil, ça peut être un peu politique. Ça peut faire pas mal de choses. En fait, ce que j'aime bien, c'est sa versatilité, quoi. C'est qu'il propose plusieurs choses. Il est intéressant. Un joueur ciblé va devoir sacrifier un artefact non token. Bon, ça n'a jamais trop servi, ça, malheureusement. Ou alors, il va mettre un nombre de dégâts égal au nombre de cartes dans la main du joueur en question. Et c'est plutôt cette troisième ligne qui nous intéresse. C'est-à-dire qui va arriver, on va le copier avec Jolly Balloon pour avoir une copie qui a la célérité et qui attaque par les airs. À la fin du tour, il va mourir, donc on va déclencher un des effets. En plus de ça, le ballon a attaqué, donc on va pouvoir redéclencher un des autres effets. Donc ça se trigger quand il attaque et quand il meurt. C'est une carte où il se passe beaucoup de choses quand même. Faut la lire, d'ailleurs on a déjà mis play sur cette carte quand elle était sur la table parce qu'on avait mal lu. Il se passe des choses. C'est intéressant. C'est intéressant. Et Pure Furos, il fait que quand il est sur le champ de bataille, si quand j'ai une créature qui arrive sur le board, il va mettre 2 à chaque joueur. Sachant qu'on fait des petits tokens à gauche à droite, qu'on va copier nos créatures, bah on aura toujours voilà, du fuel en fait pour trigger son effet. En plus de ça, si on a notre dévotion au rouge qui est de 5, et bah on va pouvoir l'activer, parce que sinon c'est un enchantement. Et c'est une 6-5 indestructible, hein, donc bah, c'est quand même des beaux bébés, hein, les dieux légendaires là, qui nous viennent de Theros, généralement c'est des gros bébés, donc il fait plaisir. Il rentre aussi un petit peu dans cette stratégie de mettre du dégât direct. Alors c'est un peu moins puissant qu'un Mogis, là, qu'un Fanatic of Mogis ou qu'un champion de la fonderie, parce qu'on le voit un peu venir, et puis c'est... derrière on n'a pas... Des fois, on a un peu de mal à faire des créatures. Faire un token par tour, c'est facile, mais c'est peut-être aussi ce qui manque au deck, c'est peut-être des bodies. Juste pouvoir faire des bodies pour déclencher ce genre d'effet. Il reste quand même important dans le deck, et puis il a son petit effet qui se coule de mana sync, où on paye 3. Il va gagner plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Autant vous dire que je m'en suis jamais servi. Donc voilà à peu près pour les wincon. Alors il y a des grosses wincon, et il y a des trucs un peu plus tricky. Mais en tout cas, pour nous aider à avoir le reach, et justement pour aider ces wincon, qui ne fonctionnent pas toutes seules malheureusement, et ben on va avoir plein de grosses cartes qui permettent de doubler les non-combat damage, ou d'ajouter justement des dégâts en plus quand on fait des non-combat damage. Et alors là, Oyer, eh ben, il fonctionne parfaitement pour ça, hein. C'est un dieu légendaire, il coûte 4, dont 2 mana rouge, c'est une 4-4 trample. Si une source rouge que je contrôle devrait mettre des non-combat damage, et à la place, on va mettre un nombre de dégâts égal à la force de Oyer. Alors là, c'est intéressant, parce que bombardement gobelin, ça ne met plus 1, ça met 4. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Là où il faut vraiment se méfier, c'est par exemple sur un Fanatic of Mogis, par exemple. Si Fanatic of Mogis arrive et qu'il est capable de mettre 6, et Oyer va dire non, tu mets 4. Donc ça, c'est un peu chiant. Parce que c'est à la place, en fait, ça remplace. Donc attention aussi à bien séquencer les plays, à savoir quelle créature on joue avant une autre. Et selon les engines qu'on a sur le board, quelle carte est plus intéressante à jouer. Donc c'est dans ce genre en fait de décision qu'il va falloir faire attention.
Surtout si derrière on pioche Mogis, et qu'en fait, au lieu de mettre 10, et ben on met 4 à cause de Oyer, on a un peu deg. Donc il va faire attention aussi à ce niveau-là. Et quand il meurt, évidemment, on le retourne et ça fait un land, mais ça, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Pure Feroce a le désavantage de faire peur, c'est un commandant connu et fort. Alors complètement, ouais. Complètement, quand il est sur la table, on peut vite devenir l'arc ennemi. C'est voilà, encore une fois, le deck est intéressant aussi dans la façon où les gens savent pas trop où on va. En début de game, on n'a pas forcément de stratégie établie parce qu'on n'est pas go wild. Les gens voient rapidement qu'en fait on joue pas aggro et qu'on joue pas de créatures. Donc ils vont se dire bah c'est bizarre. Enfin qu'on joue pas plein de créatures, donc ils vont se dire c'est bizarre. Attention à pas sortir les grosses cartes trop vite parce que justement bah on peut dévoiler la stratégie ou en tout cas on peut attirer le mauvais œil et les gens se disent ah bah non attends là avec ce truc ça peut vite partir en... Ça peut vite dégénérer, donc encore une fois, c'est la façon dont on séquence les plays, la façon dont on va gérer nos lignes de play, et non, vraiment c'est un deck qui est hyper intéressant. Je suis assez content de ce petit brou maison là, c'est Gisela Blade of Gold Knight. C'est mon haut de curve, c'est la carte qui coûte le plus cher dans le pack. En même temps, qu'est-ce que c'est fort. Une fois que c'est là, si c'est pas géré immédiatement... Oh, c'est la win. Hein. Alors je l'ai jamais sorti, malheureusement, je l'ai jamais résolu dans jusqu'à présent dans ce deck, ça fait partie des cartes que j'ai jamais vues. Ça coûte 7, c'est un peu cher. Elle est 5-5 vol First Strike, elle a pas peur. Si une source qu'un adversaire contrôle devait m'infliger des dégâts, et bah ces dégâts sont divisés par 2. Et si moi, une source que je contrôle devait mettre des dégâts, et bah on double ces dégâts. C'est exactement ce qu'on veut faire, en plus un petit peu de protection, c'est extrêmement fort. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est là, si on a un truc qui met des petits dégâts à gauche à droite ou quoi, bon bah ça va aller très vite. Hein. Puis elle fait peur, Et sachant que si les adversaires s'attaquent entre eux, et qu'ils vous laissent tranquille, ça leur met aussi le double de dégâts. Donc vous êtes vraiment à l'abri quoi. Solfim, on l'adore, une des meilleures cartes sorties sur All Will Be One. Il coûte 4, dont 2 rouges, donc on l'aime d'autant plus. Il est 5-4, quel body, on peut le rendre indestructible. Et si une source que je contrôle devait infliger des non-combat damage à un adversaire ou un permanent qu'un adversaire contrôle, on en inflige le double. C'est très très costaud. Encore une fois, si on en a un ATB qui met des dégâts à nos adversaires et qu'on le copie avec le Jolly Balloon quand ça arrive, c'est la win. C'est la win. Et puis l'artwork défonce. Bon, on a un cycle de créatures légendaires là, sur monocolore sur Louis B1 qui est magnifique. D'ailleurs, le blanc irait bien dans ce deck, mais je l'ai pas. Sohorn, Nemesis, 2-4 pour 4, dont un rouge. Quand il arrive sur le champ de bataille, je choisis un joueur, et si une source devait infliger des dégâts à ce joueur, ou un permanent qu'il contrôle, et ben on va en infliger le double. Donc là, on est vraiment dans ces cartes, comme je l'ai dit, qui permettent en fait d'avoir le reach, hein, avec tous ces ATB en fait, qui vont brûler les adversaires. Bah, tout ça, ça va alimenter cette stratégie et mettre des gros dégâts, quoi. Alors lui, en plus, il est pas légendaire, donc on peut le copier avec le Jolly Balloon, comme ça on fait le quadruple. Parce qu'on va 2 fois doubler les dégâts. Donc si je compte bien, ça quadruple. Le blanc coûte un rein, bah ouais. Le Twin Flame Tyrant, que je vous avais montré quand j'avais fait ma réception fondation. Alors pareil, lui, j'en ai jamais vu la couleur, mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est fort. Il coûte 5, dont 2 mana rouge, c'est une 3-5, il a le vol, et c'est une source que je contrôle devait mettre des damage à un adversaire, ou un permanent qui le contrôle. Donc là, c'est même pas non-combat, hein, c'est damage tout court. Et bah, on en inflige le double. C'est une carte qui est forte, même elle, toute seule. Hein, parce que du coup, lui, il va taper à 6 en l'air. Enfin, 3 x 2. C'est très très costaud. Et ça synergise extrêmement bien avec tout ce que vous avez vu jusque-là. Et il nous reste 2 cartes qui sont dans ces stratégies d'ajouter des dégâts supplémentaires quand on met des non-combat damage. Thorbrand, évidemment, c'était obligatoire. Le nain noble qui nous vient de Eldraine. Il coûte 4, dont 3 rouges, donc on l'aime vraiment beaucoup ce Thorbrand. Il est 2-4, et si une source rouge que je contrôle devait mettre des damage à un joueur ou à un permanent qu'il contrôle, et ben on en met 2 de plus. Voilà, donc sur Bombardement Gobelin, ça met 3. Bombardement Gobelin, ça met 3. Alors, encore une fois, il est légendaire, ce qui est un peu chiant, parce qu'on peut pas le copier pour mettre 4 de plus. Mais c'est pas grave, à la place, on copie la créature qui fait la TB, ou qu'a le trigger qui permet de mettre des dégâts face, quoi. Et pour finir, pour être un petit peu RP, un petit peu flavor, on a une room, pardon,
On a la room, une room de Duskmourn, qui permet, comme Thorbrand, en fait, pour son côté droit, pour 4, de mettre 2 dégâts en plus, pour les non-combat damage cette fois. Et le côté gauche, qui permet de créer 3 petits démons rouges. Donc pareil, des petits démons qui pourront bloquer, parce que, comme vous l'avez vu, on galère un peu en board présence, on va dire, surtout qu'on sacrifie nos tokens à la fin du tour. Mais ça peut permettre un petit peu de bloquer, et surtout de faire de la chair à canon pour notre bombardement gobelin, encore une fois. Et je vous parle beaucoup de bombardement gobelin, parce que je le pioche quasiment à chaque game. C'est pas le truc le plus fort, mais c'est vrai que c'est... J'ai jamais résolu, donc je sais pas trop comment ça se comporte. Le but, également, ça va pouvoir... non seulement, comme j'ai dit, de pouvoir doubler les triggers d'arriver sur le board et ce genre de choses, mais le but aussi, ça va être de pouvoir résoudre la capacité du Jolly Balloon Man plusieurs fois. Donc en le détapant, si possible, pour pouvoir le réengager, pour recopier une créature. Ça fait pas ça directement, mais Panharmonicon va permettre de doubler justement les triggers des permanents qu'on contrôle une deuxième fois. Donc ça va être intéressant sur... comme on l'a vu sur les ATB qui permettent de... Presque celui-là, j'aurais pu le mettre dans les trucs qui doublent les dégâts. Parce qu'en fait, c'est l'optique du truc. Ça va nous permettre de piocher 2 fois ou de faire 2 trésors quand on va envoyer en chair à canon toutes les petites créatures mignonnes que je vous ai montrées au début. Donc Panharmonicon, en fait, sur tous les decks qui vont jouer avec les ATB, c'est quasi obligatoire. Procession consécratrice, c'est à peu près la même chose, sauf que là, ça va permettre de copier les jetons. Donc copier les jetons, c'est intéressant, parce qu'encore une fois, vous l'avez vu, c'est hyper important de faire des copies de nos créatures. Là, à la place d'en faire une, quand on va copier avec le Jolly Balloon, on va en faire 2. Donc c'est très fort, c'est une carte qui est très recherchée, qui a été très peu reprint, pour ne pas dire pas reprint. Procession consécratrice, je crois, que moi j'avais ouvert à l'époque de Amonkhet. Salut Neptune, et écoute, on fait une petite deck tech du deck que j'ai joué dans Sol Ring. Et j'essaye de ne pas trop spoil, voilà. Mais comme ça, quand l'épisode sort cette semaine, hop, j'upload le montage de la rediff, et puis les gens pourront voir un petit peu comment fonctionne le monstre. J'espère que tu vas bien. Delney, Streetwise Lockout. Pareil, il va doubler les triggers pour en fait, les créatures qui ont 2 ou moins de force. Pareil, sur tous les petites créatures qui font piocher, qui font créer du trésor. On le verra après, parce que j'ai des petits trucs qui font popper des tokens, qui mettent des petites blessures ici et là. En gros, il va pouvoir doubler ça, donc c'est cool. Après, le truc qui permet de rendre les créatures imbloquables par les créatures qui ont 3 ou plus de force, on s'en fout un peu. Nous, ce qu'on veut, c'est doubler les triggers, voilà, pour faire de la value. Donc, il rend très bien, ce petit Delney, là. Il marche bien, dans cette optique. Fontaine à Halo, c'est un artefact qui coûte 3, qui est magnifique, bien évidemment. Dans une version alternative, borderless, qui nous vient de New Capenna. Là, on est sur de la jolie carte, Là, on se fait plaisir, on est vraiment dans le pimp absolu. La fontaine à Halo, elle est intéressante, elle fait plein de trucs. Alors, déjà, sur la carte, il y a une Wincon, qui est inatteignable, d'autant plus dans ce deck. On peut payer 3 blancs, l'engager, dégager 15 créatures engagées que l'on contrôle, et on gagne la partie. Il y a un truc à faire. Moi, c'est pas du tout comme ça que je la joue, cette fontaine. La fontaine, elle va me permettre, en fait, de payer 2, l'engager, et dégager 2 créatures engagées que je contrôle pour piocher une carte. Donc, ce qu'on va faire... Et une fois qu'il a fait sa copie, et qu'on a un petit ballon sympa, on va pouvoir le dégager, et refaire une copie. Voilà, en payant 1 bien évidemment, mais bon. C'est peu cher payé pour le résultat. Donc ça, pareil, c'est une fontaine de Halo qui va permettre de refaire l'effet de Jolly Balloon Man, donc c'est intéressant. On peut aussi payer 1 blanc, l'engager, dégager une créature que l'on contrôle, ça fonctionne aussi, et créer un jeton de créature 1-1, vert, blanc et citoyen, donc ça fait un token, qui servira de chair à canon évidemment. Donc ça permet de détaper des créatures, et c'est assez fort. C'est assez fort, en vrai. Heureusement qu'elle n'est pas dans les couleurs des decks écureuils. Ah non, clairement. Clairement. Kiki Jiki Mirror Breaker, ça pareil, c'est jamais sorti. Pourtant, qu'est-ce que c'est fort dans ce deck. C'est une 2-2 pour 5, dont 3 rouges. Encore une fois, on est très content de pouvoir trigger la dévotion. Il a la célérité. Et quand il arrive, on va créer un token, enfin... On peut l'engager et créer un token qui est une copie d'une créature non légendaire que l'on contrôle. Ce token gagne la célérité jusqu'à la fin du tour. Donc pareil, encore une fois, si on copie le champion de la fonderie, si on copie le Fanatic of Mogi, c'est même tout, en fait, il y a plein de copies intéressantes.
Même copier, pourquoi pas, les créatures qui permettent de doubler les dégâts. Non légendaires, évidemment. Hein. Et bah, ça va faire très mal. Hein. Ça va faire très très mal. En fait, là, il y a pas mal de cartes que j'aurais pu montrer dans la pile d'avant, mais bon, en fait, c'est à peu près le même truc, quoi. Le but, c'est de résoudre plusieurs fois nos triggers. Et un petit Beacon Hawk qui est magnifique. Regardez-moi ce foil sélectif, là. Oh, c'est beau. Où il y a juste l'eau et le ciel qui sont en foil, et tout le reste de la carte n'est pas foil. C'est de la belle carte. À chaque fois qu'il va mettre des damage à un joueur, on va pouvoir détaper une créature. Est-ce que j'ai besoin de vous préciser la créature qu'on va vouloir désengager pour refaire son effet? Je ne pense pas. Il est un vol. Alors, le body est nul à chier, hein, mais bon, ce qui est intéressant dans une partie multi, c'est que normalement, on aura au moins un joueur qu'on peut attaquer. Et derrière, on pourra refaire l'effet du Jolly Balloon. C'est intéressant. Et pareil, bah, exactement dans la même optique, on a Marvin, Mimique Meurtrier. Qui est de 2 pour 2, il est Arthos, il va copier toutes les capacités activées des créatures que l'on contrôle, qui n'ont pas le même nom. Donc bah il va arriver, il va imiter Jolly Balloon, et puis bah on aura un deuxième Jolly Balloon sur le board. Donc c'est intéressant, voilà. Et puis en plus, il est Flavor, il est Duskmourn, il est dans la thématique horreur, c'est tout ce qu'on veut. Tu vas détaper l'oiseau du paradis du copain, bah évidemment, évidemment. Parce que nous en fait, on est groupe Hug, nous. Nous, on fait en sorte que nos adversaires se sentent bien et qu'ils ne se sentent pas menacés. En revanche, moi, je me sens souvent menacé par mes adversaires parce que c'est des petits coquins. Ils m'aiment pas trop, ils sont pas très fair-play. Donc j'ai beaucoup de protection dans le deck. Beaucoup de sorts de protection parce que j'ai pas envie de me faire avoir par surprise, hein, par des petites saloperies. Deflecting Palm. Je me suis pris ça dans la tronche récemment et j'ai vu à quel point c'était fort. Alors c'est fort quand en face ça joue des gros bébés et que ça joue des créatures. Sinon, c'est inutile. Autant vous le dire, c'est inutile. D'ailleurs, la seule fois où il m'a servi, bah, ça m'a pas fait gagner. Donc, je vais peut-être devoir remettre en question ce slot. Ça coûte Boros, c'est un instant. Et la prochaine fois qu'une source de mon choix devrait m'infliger des dégâts, je préviens ces dégâts et je mets autant de dégâts dans la tronche du propriétaire du sort. Enfin, de la source. Donc, imaginez qu'il y a une grosse Galta 50-50 qui vous bourre. Et bah, hop, tu cibles Galta. D'ailleurs, c'est même pas une cible. Parce que c'est une source de notre choix. Donc ça permet aussi de passer en dessous certaines choses, je pense. Oui, c'est pas une cible, c'est un sort du choix. Donc là, le wording est important. Et bah, je choisis cette grosse créature, et au lieu de prendre 50, bah, c'est toi qui prends 50. Je suis déjà fait avoir sur cette carte, hein, c'est pour ça que je dis ça. Une win très satisfaisante quand ça marche. Moi, je trouve ça assez mesquin. Je l'ai mis parce que je me le suis pris, et j'ai vu à quel point c'était fort, mais dans le fond... Je trouve pas ça très... C'est pas très éthique, je trouve, de jouer ça. C'est après, t'as vraiment une grosse mandale avec, que je me suis dit, c'est bon, je peux défaire Nelly. Ah ouais, non, mais c'est... Et en fait, c'est hyper surprenant. Moi, c'est un sort dont j'avais totalement oublié l'existence. Et en plus, en fait, il faut toujours trouver la bonne fenêtre. C'est-à-dire que c'est un sort qui, une game sur deux, va servir à rien, voire plus. Mais le jour où ça sort, en face, ça fait la gueule. Ah, croyez-moi, j'ai fait la gueule, hein. C'est un contre-Kems. C'est même pas un contre-sort, c'est vraiment un contre-Kems à Magic, quoi. C'est vraiment miroir. Mais attends, mais je t'ai tué là. Non, miroir. Pour 2 mana en instant, sérieux? Ouais, ok. Donc oui, en fait, je l'ai mise parce que c'est rigolo et que ça fait rager en face et que les gens oublient que ça existe, en fait. Du coup, c'est rigolo. Quand je vois mes decks et le genre de deck que tu montes, vous rigolez zéro entre vous, c'est la bagarre. Bah, pourtant, nos decks, je sais qu'ils sont Breaket 3 à peu près, parce qu'on a vérifié. Donc c'est même pas des decks si méchants, et d'autant plus celui-là, il est Breaket 1, et c'est assez corner comme stratégie. Hein. Moi, je trouve pas ça si méchant. Je trouve ça très flavor, je trouve qu'il y a un concept, il y a un état d'esprit autour du pack, mais je trouve pas méchant. Alors oui, ça c'est méchant, ça en l'occurrence c'est méchant. Précisément ça. En vrai, dans Magic, c'est surtout l'attitude de la personne qui est, que c'est méchant ou pas. Il y a des cartes, c'est méchant. Il y a des trucs, on sait que c'est de la saloperie, mais voilà. Après, c'est ça qui est bien. C'est bien qu'il y ait des cartes qui soient de la saloperie, c'est rigolo. Il y a des gens qui jouent Coma. Bon, bah, c'est de la saloperie. Bon, bah, on sait que c'est là, voilà, ça pète les burnes. C'est quasiment auto-win, c'est de la merde, mais bon, c'est comme ça, c'est là. Voilà. Mais il faut pas qu'ils en fassent trop. Parce que ce qui est chiant en ce moment avec le... Quoique là, j'ai vu, là, ce qu'on a vu sur Tarkir,
C'est pas forcément des gros power level, de ce qu'ils ont révélé pour l'instant. Donc peut-être qu'ils vont un petit peu se calmer sur le fait de tout le temps sortir des cartes plus fortes, ça devient un peu chiant. J'attendais la balle perdue sur Coma et bim. En même temps, voilà, mais en fait, le problème c'est que Magic, pour vendre des boosters, des fois ils sont un petit peu obligés de faire un power creep, quoi. C'est-à-dire de sortir des cartes un petit peu cheatées, que les gens vont s'arracher. Mais des fois, je trouve que ça va trop loin, et il faudrait qu'ils fassent gaffe à ça, parce qu'au bout d'un moment, ça va plus rien vouloir dire, en fait. Parce qu'à la limite, que Coma, il a un body d'enculé, et qu'il soit horrible à gérer. Allez, je veux bien. Maintenant, on sait que les bodies dans Magic, ça veut plus dire grand-chose. Mais putain, le fait qu'il ponde 4 putains de serpents, quoi. Sérieux, quoi. C'est-à-dire que tu te mets dans la sauce pour le gérer, et derrière, t'as de la board présence, et en plus, c'est des 3-3, je crois. Ça va qu'ils ont pas le contact mortel, c'est des serpents, ça aurait pu, mais derrière, tu te manges 4-3-3, enfin, c'est chiant, quoi. Mais bon, voilà, des fois, il y a des cartes comme ça, on le sait, c'est comme ça, hein. Bah, rien que la carte qui me dit que tu doubles les jetons, là, ça peut être grave. Ça, avec le chat de Modern Horizon, qui double toi aussi, tu as 75 tokens sur le board. Ah, complètement, oui. Ah oui, non, mais bien sûr. Après, le chat dont tu parles, je crois qu'il est assez vite passé compétitif. C'est des petits vermisseaux, ouais, des petits vermisseaux, bien sûr. Bien sûr. Toujours dans les sorts de protection, bah ça m'a permis de gagner mon avant-dernière game. Non, bah ma dernière game avec Jolly Balloon, hein, je l'ai gagné grâce à ça. Ça coûte 1 en instant. Vous ne pouvez pas perdre la partie ce tour-ci. Et si vous devriez perdre vos points de vie et que ça vous met en dessous un point de vie, et bah vous passez à un point de vie à la place. Donc littéralement, vous ne pouvez pas mourir. Et quand le tour se finit, bah vous n'êtes pas mort parce que vous êtes à un point de vie. En plus, bah ça a la classe d'avoir le split second, ça veut dire que personne peut répondre à ça sur la pile. C'est-à-dire que la pile se ferme une fois que vous jouez ce sort. Donc le petit dégât de merde qu'on pourrait vous mettre, ou la petite réponse qui fait que bah, finalement vous perdez la partie, bah c'est non. Donc quelque part avec ça, bah, vous clôturez un peu le tour de l'adversaire. C'est bien plus efficace si vous le faites sur le tour du joueur juste avant vous, ou si vous êtes en 1v1 en late game. Moi c'est ce qui s'est passé il me semble. Et souvent en late game, en commandeur multi, bah, ça se joue au tour près. Donc ça c'est un peu votre botte secrète quoi. Voilà, votre adversaire pense qu'il a le reach, pense que c'est gagné, bam, vous lancez ça, il peut pas répondre, vous reprenez votre tour, vous gagnez. C'est comme ça que j'ai gagné ma dernière partie avec Jolly Balloon. Donc c'est efficace, ça c'est des espèces de fog en fait qui sont assez efficaces finalement. Ephemerate, bah, alors, ça peut être un sort de protection, parce qu'en fait vous le jouez en instant pour faire blinker votre commandant. À ce moment-là il devient une cible non valide, ce qui fait que vous le protégez d'un sort de destruction par exemple. Mais ce qui est d'autant plus très fort dans ce deck, c'est que la créature va revenir d'étape. C'est-à-dire que vous pouvez même le jouer comme ça pendant une main phase pour retrigger l'effet du Jolly Balloon, de repayer un à l'engager et refaire une copie. Donc double usage de Ephemerate. C'est très fort dans le pack, malheureusement je ne l'ai jamais sorti. Mais c'est vrai qu'elle est belle. Hein. La version archive japonaise Strixhaven, pas foil malheureusement. Mais ça a de la gueule. Mais ouais, double usage d'Ephemerate en fait dans ce pack. Pour un blanc, bah on dit oui quoi. On dit oui. D'ailleurs, Ephemerate, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi si je me trompe, ça a le rebound, je crois. Hein. Ce qui fait qu'on peut refaire son effet au tour d'après. Hein. Corrigez-moi si je dis de la merde, mais je crois que en plus Ephemerate a le rebound. Hein. Donc c'est que on peut refaire l'effet. Donc en fait, c'est très très fort. C'est-à-dire qu'on va le jouer en instant pour protéger notre commandant, qui va arriver d'étape. Alors si on le fait pendant un tour adverse, la capacité de Jolly Balloon Man, elle se joue qu'en rituel, donc on pourra pas refaire un effet du Jolly Balloon. Par contre, à notre tour... Ah non, ça se fait en début de tour, je crois. Ça rebondissant. Ça rebondit. C'est un sort qui rebondit. Alors, en fait, il y a un souci, c'est que je crois que... Alors, cela dit, on va pouvoir le faire sur une de nos créatures qui a un ATB intéressant. Parce que le rebound, je sais pas si on est obligé de recibler la même créature. Je crois que rebound, on peut cibler une autre créature, il me semble. Parce que là, le souci avec Ephemerate, c'est que, sachant que le rebound, on va le jouer au début de notre tour, en fait, on pourra pas en réponse engager le Jolly Balloon, faire notre token, parce que ça se fait qu'en rituel. Donc en fait, ce sera pas pratique. Ce sera pas... Par contre, on va cibler
un truc qui fait des dégâts directs en ATB, et ça marche aussi, quoi. Bon, ça reste un sort, quand même, qui vaut le coup, ne serait-ce que pour, en main phase 2, voilà, refaire un coup de Jolly Balloon, et puis bam, quoi. Ou même en main phase, enfin, peu importe, quoi. Holiday, on est encore sur un fog en blanc. Les créatures qui attaquent ou bloquent ce tour-ci ne mettent pas de dégâts. Voilà. Donc pareil, ça permet de se sauvegarder d'une phase de sauce. On est sur Légende, là, si je dis pas de bêtises, c'est du old school, là. On est vraiment sur du Magic old school. Carte old school, visual old school. Très le power metal, oui, complètement. Charme de Boros, c'est un éphémère qui coûte 2, ça va permettre de protéger éventuellement notre commandant ou une créature, parce que ça peut donner l'indestructible. Peut-être on va choisir, hein, c'est un sort modal comme tous les charmes, donc on va pouvoir choisir donc soit de faire ça, soit de donner la double init jusqu'à la fin du tour à une créature. Donc ça peut être marrant aussi de cibler une créature adverse pour finir un adversaire. Voilà, t'as un pote qui attaque un autre adversaire, l'autre il laisse passer parce qu'il pense que c'est ok, bam, tu donnes double init à une créature comme ça, bah ça surprend tout le monde en fait. Ça peut être rigolo de le jouer comme ça, j'aimerais bien le jouer comme ça un jour. Et sinon ça peut mettre 4 blessures à un joueur ciblé. Donc en late game, ça peut être un top deck. Voilà, si on a du mal à mettre les derniers points, ça peut être un petit top deck rigolo. Bon, je sais pas si c'est hyper optimal, mais je le joue quand même. Massacrer les forces, c'est une vrasse qui est intéressante parce que déjà elle coûte que 3, donc elle coûte pas cher. Tous les joueurs vont devoir choisir des créatures sur leur board pour que ça fasse une force totale de 4 ou moins, et sacrifier tout le reste. Bah nous, ce qui est intéressant, c'est une vrasse qu'on va vouloir jouer plutôt en début ou en mid-game, parce que si par exemple on a du mal à sortir et qu'on a du mal à faire des dégâts, bah ça veut dire que sur le champ de bataille, on n'a pas forcément nos grosses créatures qui permettent de doubler les dégâts, etc. Donc ça va pouvoir faire les ménages en face. Par contre, sachant que nous, on joue que des petites créatures. Voilà, Jolly Balloon, il a 1 de force. Tous les petits chats, les petits chiens là qu'on a vu, ils ont 1 de force. Le Bambi, il a 1 ou 2 de force, je sais plus. Enfin bref, ça va être très très facile de garder tout notre board et en face de faire sacrifier. Voilà, donc il fallait jouer une vrasse. Je trouve que c'était une des vrasses les plus intéressantes à mettre dans le pack. Sword to Plowshares, je vais pas justifier pourquoi il y a Sword to Plowshares. Staple. Un sort de gestion et de protection un peu plus rare, qui à l'époque était joué dans les decks contrôle, Esper Control notamment, comme moi je jouais standard. Aménagement des décombres. Pour 4 en éphémère, on va exiler toutes les créatures attaquantes que le joueur ciblé contrôle. Alors, c'est cool parce que lui en face, il va pouvoir aller chercher des basiques pour chaque créature exilée comme ça et les mettre sur le champ de bataille engagé. Donc non seulement il va épurer son deck, il va avoir beaucoup de mana, mais généralement s'il la joue all-in et que vous êtes à ça de vous faire fumer, que vous avez gardé ce sort justement pour exiler son board, c'est très difficile pour lui de revenir de ça, parce que certes il va aller chercher des terrains, mais les terrains vont revenir engagés, donc il aura plus de board, et vous en face, bah, ça vous laisse quartier libre, ça vous laisse le champ libre pour exécuter cette personne. Voilà. Et pour finir, alors il y aura aussi les landes qu'on va regarder, mais il y a pas grand chose d'intéressant dans les landes, et en plus il m'en manque quand même quelques-uns. Donc c'est pas... on regardera vite fait, mais c'est pas très intéressant. Après ils sont jolis, je les montrerai parce qu'ils sont jolis. Là, on va avoir tous les trucs qui vont permettre de pondre des tokens. Mais ça permet de faire des petits trucs, et notamment de faire des tokens pour bloquer. Et pour faire aussi de la chair à canon avec le bombardement gobelin. Donc là on a le Siege Gang Lieutenant, qui est très intéressant, que je sors à toutes les games. Voilà, j'en ai un peu marre de le voir. Il coûte 4, il est 2-2. Quand il arrive sur le champ de bataille... au début de ma phase de combat, si je contrôle mon commandant, il va faire 2 tokens gobelins. Sachant qu'on va le copier avec, vous connaissez la stratégie, avec le Jolly Balloon, donc en fait on va avoir 4 tokens gobelins par tour, ce qui est très intéressant. Et là éventuellement on peut passer du côté Go Wild de la force. Donc je vous l'ai dit, hein, il y a vraiment plusieurs axes de lecture dans ce deck. Ça va être très compliqué de passer du côté Go Wild parce qu'il faut qu'on touche Arabella, il faut qu'on touche tous les pondeurs de tokens. Donc c'est compliqué, mais c'est une stratégie qui existe. Et en plus, on peut payer 2, sacrifier un gobelin et mettre un dégât à n'importe quelle cible. Donc on a un petit effet bombardement gobelin qui est inclus sur la carte. Donc il va sacrifier ses propres gobelins, qu'on peut voir derrière là, qui se font éjecter directement avec une catapulte. Voilà.
Bon, ils le savent, hein. De toute façon, quand les gobelins s'engagent, ils savent que c'est de la chair à pâté et que de toute façon, ils vont être... De toute façon, ils sont tellement dévoués à leur cause qu'ils sont prêts à se sacrifier pour la cause. Apprenti loyal, pareil, qui a une capacité de lieutenant, une 2-1 célérité pour 2. Au début de ma phase de combat, pendant mon tour, je vais créer une 1-1 artefact mécanoptère, donc ça, le vol. Le jeton à la célérité, pareil, ça permet de bloquer un petit peu parce que, bah, vous avez vu, on a quand même pas beaucoup de créa. On lutte quand même pour avoir des bonnes créas sur le board, donc en fait ça va permettre d'avoir des bloqueurs en l'air. Voilà. On rentre un petit peu dans cette stratégie token, mais en plus de ça, ça peut permettre de bloquer. Voilà. Elle est surtout là pour ça. Star Athlete, ça c'est extrêmement fort. C'est vraiment extrêmement fort. D'ailleurs, vous verrez dans Sol Ring, je me le suis fait gérer extrêmement vite. Pour 3 dons de rouge, c'est une 3-2 menace. Quand il attaque, donc il a la menace, donc il est quasiment sûr d'attaquer. En plus de ça, généralement, le but, c'est de le copier pour attaquer en l'air avec la célérité et le vol et la menace. Donc on est sûr qu'il fasse son effet. Je vais choisir une cible, non-land, donc un permanent. Et son contrôleur va devoir le sacrifier à moins... il va devoir le sacrifier s'il ne le fait pas, le Star Athlete. Donc c'est bien parce que c'est ma créature, c'est ma source qui va infliger des dégâts. Ce qui fait que ça va s'alimenter avec tous les trucs que je vous ai montré avant. Et ben il va mettre 5 dégâts à ce joueur. Donc ce qui fait qu'il va, en fait, avec lui, si on le copie, on va pouvoir gérer plusieurs permanents par tour. Ou mettre des gros dégâts face, en fait. Donc c'est de la gestion, ça fait du dégât direct. Ou ça fait du dégât direct. On l'aime bien, on l'adore, il coûte que 3. Le Goblin Goliath, pareil, lui, il est très rouge. On l'aime bien. C'est un rougeau, hein. De toute façon, ici, t'es rouge ou tu bouges, hein. Dire, là, il sort du PMU, le gars. Mais moi je les recrute comme ça, mes gars. C'est-à-dire qu'en fait, pour donner du baume au cœur, pour donner du courage, avant d'aller au front, bah, tu passes 4 heures au bar. Et là, tu me sers à quelque chose. Il coûte 6, c'est une 5-4. Quand il arrive, il va créer un nombre de gobelins 1-1 égal au nombre d'adversaires. Donc il va créer 3 tokens gobelins. Ensuite, je peux payer 4, l'engager, et si une source que je contrôle devait mettre des dégâts à un adversaire, et ben je vais en mettre le double à la place. Donc là, ce qui est cool, c'est que sur une même carte, on a les deux effets qu'on veut. On va créer du token, on va créer du board, on va créer de la chair à canon. Mais en plus de ça, on va pouvoir doubler les dégâts. Alors ça coûte un peu cher, parce que lui, il coûte 6, ensuite son effet coûte 4, il faut l'engager. Mais en late game, encore une fois, ça peut faire la différence. Et on peut pourquoi pas le copier aussi. Voilà, vu qu'il n'est pas légendaire, on n'aura aucun problème. Le Season Pyromancer, alors ça c'est très cool, au-delà le fait qu'il coûte 2 rouges déjà, plus un générique. Bon, c'est une petite 2-2, ça on s'en fout, mais en fait, plus je le joue, plus je m'aperçois que c'est fort. Quand il arrive sur le champ de bataille, on va défausser 2 cartes. Si on a défaussé 2 cartes... non, on défausse 2 cartes, parce que si on n'a pas de cartes, pas besoin de défausser. Si notre main est vide, pas besoin de défausser. C'est là où c'est aussi un assez bon top deck. Par contre, derrière, on va piocher 2 cartes, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est costaud. Et pour chaque carte non terrain défaussée, on va créer une 1-1 élémentale rouge. Voilà. Donc, il fait du token, il permet de piocher pas mal, hein, donc en fait, il est assez costaud. On va le copier derrière en plus, parce que, voilà, pourquoi pas piocher 4 cartes dans le tour aussi, hein. Ou alors, derrière, tu pioches 2 cartes qui te conviennent pas, tu le copies avec le Jolly Balloon, tu refais son effet, derrière, potentiellement, tu crées des tokens, et en fait, la carte s'auto-alimente comme ça, et en fait, c'est très fort. J'ai jamais été déçu de cette carte, à chaque fois qu'elle était sur le board. Il y avait une espèce de cercle virtueux comme ça qui se crée, et c'était assez cool. En plus, derrière, on peut payer 5, l'exiler depuis le cimetière et créer 2 tokens rouges élémentales. Ça, c'est voilà, une fois qu'il est au cimetière, il peut aussi faire des effets, donc ça c'est cool, même si c'est pas le plus intéressant. Très cool, très très bonne carte. J'avais un petit peu hésité au début. Finalement, j'ai souhaité la tester. Et à chaque fois que c'est là, c'est fort. Voilà, à chaque fois que c'est là, c'est fort. J'ai jamais regretté, donc ça reste dans le pack. Les petits Riders of Rohan, qui nous viennent du Seigneur des Anneaux. Ça coûte 5, c'est une 4-4. Quand ça arrive sur le champ de bataille, on va créer 2-2-2. Des chevaliers, voilà, humains. En plus, il a le dash, donc potentiellement, on peut le ramener dans la main, mais c'est pas trop ce qui nous intéresse, parce que ce qui nous intéresse, c'est de le copier, pour refaire 2-2-2 derrière. Donc généralement, on va payer 5. Avec Jolly Balloon, on va engager, on va payer 1. Ce qui fait qu'on aura une 4-4, plus 4 tokens de 2.
Dire pour 6 mana, avoir une 4-4 et 4-2-2, c'est quand même très fort. Ça nous fait du champ de bataille, ça permet potentiellement de partir vers la stratégie Go Wild, même si encore une fois c'est pas optimal. Ça nous fait des bloqueurs, et ça nous fait de la chair à canon, encore une fois. C'est très fort ça dans le deck. Le Adjani, qui nous vient de MH3, regardez comme il est beau. Alors ça pareil, ça va tout seul. Hein. Ça va tout seul, c'est une 1-2, quand il arrive sur le champ de bataille, on va créer une 2-1. Et avant même que le tour se finisse, on va pourquoi pas copier notre Adjani. Donc on va devoir en sacrifier un des deux. Cependant, on va recréer un token, mais sachant qu'on aura perdu un chat, parce qu'on va devoir sacrifier une... Bah, on va sacrifier la copie, hein, vu qu'elle est légendaire. On va être obligé de sacrifier un de deux, donc on sacrifie la copie. Ce qui fait qu'il va se retourner immédiatement. Donc en fait, non seulement il arrive, mais il va créer 2 tokens chat, et en plus de ça, on le retourne. C'est trop fort. C'est trop fort. Peut-être le jouer un petit peu... essayer de le jouer, comment dire, décurvé, pour être sûr de pouvoir le copier derrière. Alors, pas faire en sorte qu'il arrive tour 2 pour pas qu'il soit géré, quoi. Cela dit, après, il peut être géré en instant aussi, mais... c'est peut-être un peu plus surprenant pour l'adversaire si Adjani arrive et qu'il est immédiatement copié. Parce qu'on aura nos 2 tokens, il va se retourner immédiatement. Donc ça marche trop bien. Et derrière, il fait 1 milliard de trucs. C'est un Planeswalker. Il arrive avec 3 PV. Le plus 2, on met un marqueur +1/+1 sur chaque chat qu'on contrôle. Donc on va immédiatement booster nos chats. En fait, le truc, c'est que dès qu'il arrive, on se fait un board assez énervé, en fait, quoi. En début de partie, quoi. Le 0, on va créer une 2-1 chat token. Si je contrôle un permanent rouge autre que Adjani, il va mettre des dégâts égaux au nombre de créatures que l'on contrôle. Et le -4, on choisit un artefact, une créature, un enchantement et un planeswalker parmi les non-landes permanents qu'un adversaire contrôle. Et on va sacrifier le reste. Ah oui, puis le -4, c'est une espèce de petite vrasse. Bon, après, c'est assez particulier, ça doit être assez compliqué de le... Il est texturé, hein, c'est pour ça qu'il est un peu flou. Il n'y a que le bac qui est texturé, d'ailleurs. Ça crée que un chat. Bah non, parce qu'on va le copier. Antipiote. En gros, je t'explique la ligne de play. Adjani arrive, c'est une 1-2, il arrive avec une 2-1. Je vais immédiatement le copier avec le Jolly Balloon. Je le copie, donc j'ai un deuxième token de 1 qui arrive. Je vais sacrifier ma copie d'Adjani. Et vu que j'ai un chat qui est mort pendant le tour, bah je le retourne. Donc ça, c'est vraiment une ligne de play que j'ai jamais faite, mais qui est super chouette. Le jour où je vais le faire, je pense que je vais être content. Je reviens sur la vrasse, mais est-ce que tu as considéré la bataille de l'Ezo? Pour 3 aussi, tu peux créer des food tokens. Bataille de l'Ezo. Tu vois, ça me dit rien du tout, je vais immédiatement regarder. Alors, bataille de l'Ezo. Ah, ça vient du Seigneur des Anneaux, ça. Détruisez toutes les créatures de force supérieure ou égale à 3, puis créez un jeton nourriture pour chaque créature que vous contrôlez. Ah ouais, c'est pas dégueu, ça. Ça marche bien. Ça marche bien. Après, tu fais peut-être moins le ménage. Selon ce que ça joue en face... Bah, notamment contre un deck token Go Wild, ça marche pas, quoi. Tu fais des tokens nourriture. Est-ce que dans mon pack, ça m'intéresse, les tokens nourriture? Je suis pas certain. Je préfère quand même ma vrasse à moi, parce que je suis sûr de faire le ménage en face. Moi, le but unique de cette vrasse, c'est de rattraper mon retard, si jamais. Et avec ça, je suis pas sûr de rattraper mon retard. Il y a peut-être un joueur qui s'en sort, tu vois. Mais oui, c'est une idée aussi, hein, mais je préfère garder l'autre. Et voilà, donc le petit Adjani pour finir. Donc, ah bah non, il reste 2 cartes. Agathe Instigator. Donc ça met 1 quand ça arrive. On peut la offspring, donc elle va arriver avec son bébé pour mettre 2 dégâts. Encore une fois, c'est intéressant à copier. C'est intéressant quand on a les doubleurs de dégâts sur le board. C'est une petite créature qui paye pas de mine, mais qui peut faire mal si on a si on a le setup... Le setup qui permet de booster un petit peu. Et parce qu'on aime exploser tout ce qui est gentil, joli et mignon. Quoi de plus gentil, joli et mignon qu'un jeune couple qui s'aime, que des jeunes mariés qui s'aiment et qui en plus ont 2 mana rouges dans leur coup de mana. Pia and Kiran Nalaar, ça coûte 4, c'est une de 2. Quand ça arrive, on va faire 2 tokens top tier. Donc pareil, on est toujours dans cette petite partie du deck, un petit peu synergie token. Et on peut payer 3, sacrifier un artefact, pourquoi pas un top tier, je dis ça au hasard, et mettre 2 dégâts
à une cible, créature ou joueur. Donc pareil, ça permet de faire un petit peu de gestion. Ça permet d'aller pinguer les adversaires. Donc on est à la fois dans la stratégie token, à la fois dans la stratégie brûlure. Dégâts directs, donc la carte rentre parfaitement dans le deck. D'autant plus qu'ils sont très mignons. Donc on peut les copier pour faire encore plus de top tier. Quand bien même on sacrifie la copie parce qu'elle est légendaire, elle a fait son taf. Non, c'est très bien ça. C'est très bien. Et voilà, et derrière, des lands. Alors des lands, sur les basiques, on est resté flavor. On est resté dans la thématique horreur. Donc vous voyez, j'ai que des basiques foil qui nous viennent de Duskmourn. Pareil pour les plaines. Parce qu'on est dans le domaine du Jolly Balloon, hein, donc il fallait rester dans l'esprit. Moi j'aime les decks à thématique, je fais toujours en sorte que mes decks aient une thématique. Je choisis mes lands et mes skins en fonction justement de où va le deck. Bon, il y a une exception parce qu'il me manquait une montagne, bon, voilà, elle est quand même jolie. Qui nous vient de Battle for Zendikar. C'était beau ces lands, hein, putain. Pas évident à récupérer en bon état, full art foil comme ça. Ça fait partie des bangers quand même. En génération de token, il y a la sortie des mascottes qui est sympa. Est-ce que c'est un Boros? La carte me dit quelque chose, je l'ai peut-être considéré à un moment donné. La sortie des mascottes. Ah, c'est très cher. Ah ouais, mais tu vois, ça rentre pas du tout dans... Ah oui, c'est cette carte, c'est cette leçon qui vient de Strixhaven. Alors tu vois, ça, en fait, le problème, c'est que... ça coûte très cher, sachant que moi j'ai une curve qui est assez basse dans le deck. Donc j'essaie de rester... Ma curve, elle est à 2,5. Là, tu vois, 7 mana. L'effet n'est pas assez puissant, si tu veux, pour que je me permette de jouer une carte comme ça. Et en plus de ça, ça me fait chier. Parce que moi mes tokens, c'est de la chair à canon. Donc derrière, sacrifier une 4-4 ou une 3-2 pour déclencher des effets, franchement, ça m'emmerde. En fait, c'est juste de la value perdue pour rien, quoi. Ça rentre pas du tout dans ma stratégie, malheureusement. Mais c'est une jolie carte, cela dit. On est toujours sur du basique. Évidemment, le Passway Boros. Je vais vous montrer le back, parce que c'est de la jolie carte, quand même. Regardez-moi ça comme ça. Bon, c'est pas foil. Mais à culpa, c'est pas foil. C'est beau, hein. Les sleeves dorés aussi, je les trouve beaux. Moi, je les ai bien cradés, là, pendant mon voyage en Belgique, mais... Sundown Pass... Voilà, bah ça, c'est les bilans, hein, tout simplement. Bon, là, je joue un mana incolore, je me permets... parce qu'il y a le petit effet qui se coule de payer 2, d'engager plus 2 et vigilance et haste jusqu'à la fin du tour. En fait, c'est le genre de truc qui peut surprendre un adversaire, genre si je slam mon ange, Gisela. Giselle. Si je slam une Giselle, regardez, il y a Giselle qui arrive, bon. Bah derrière, vigilance, haste, ça peut bien surprendre. Alors ça a jamais servi, mais ça... Une fois toutes les 60 games, voilà, ça peut le faire, quoi. Esplanade des héros, bah parce que c'est devenu une espèce de petit staple en EDH, hein. Certes, ça fait de l'incolore, mais ça va très vite faire du mana coloré. Derrière, ça peut sauver un commandant. Bon, ça, si vous jouez le format, vous connaissez. La fonderie sacrée, classique. Le Rectoa. Alors ça, bizarrement, les gens, ils aiment pas trop, moi j'adore. Les Filterland, comme ça, j'adore. Je vois pas où est la contrainte. Sachant que j'ai pas beaucoup de landes qui font de l'incolore, pour moi, c'est forcément bien. J'en mets toujours dans mes decks. J'aime beaucoup. On a Shinka Bloodsock Keep, qui en fait à la base nous vient de Kamigawa premier du nom, si je dis pas de bêtises, qui a été skinné lors de la sortie du Seigneur des Anneaux, pour faire le Helm's Deep. Ça fait quoi qu'il arrive du mana rouge, donc c'est cool. Bon, on peut pas le fetcher, mais c'est pas grave. Et un peu à l'instar de ce que je disais tout à l'heure, ça peut vous aider à avoir le reach avec une créature en donnant le first strike. Bon, même pas le reach, mais de... Bon, ça fait du mana rouge quoi qu'il arrive, je l'ai fait, vas-y, on sait jamais. Ça peut, sur un malentendu, si à un moment donné il y a une créature qui doit attaquer, voilà. C'est gratuit hein, de jouer ça, hein, quasiment. Hein. C'est comme si tu jouais une montagne. Ça n'a pas le sous-type montagne, mais bref. Mesa Arid, le petit fetch. Castle Amberus, ça fait du mana rouge. C'est très très rare que ça arrive d'étape. Et pareil, imaginons que ma stratégie Go Wild, elle fonctionne. Bon, je paye 3, tout mon board gagne +1 +0. Ça n'arrivera quasiment jamais. Mais ça coûte rien. Voilà, c'est là. Ça peut être du support si à un moment donné, j'ai un petit board et que je peux attaquer, il faut prendre en compte, il faut considérer ça. Tour de commandement, pas besoin d'expliquer. Tous les lands qui se retournent, hein, qui nous viennent de MH3. Avec d'un côté un effet et d'un côté...
un land, et d'ailleurs je me suis complètement planté, en tout début de game vous verrez sur le Sol Ring, pour ceux qui viennent de Sol Ring, je fais un play complètement con en début de game, où à un moment donné je dois me défausser, et en fait je me défausse d'un basique, et je garde un land comme ça en main, qui ping de 3 quand ça arrive sur le board. Je sais pas pourquoi je fais ça, la panique du tournage, je ne sais pas, mais... une espèce de mini misplay, bon qui me coûtera pas vraiment la game, hein, mais qui est pas du tout optimal quoi. Ce stream qui me rappelle qu'il y a 2 mois, quand je faisais mes decks, j'avais pas de salaire, donc je pouvais rien acheter. Mais que maintenant j'ai la moula, et que tous mes decks vont être trop bien. Ah, ça fait plaisir à lire. T'as vu, c'est beau le pouvoir d'achat des fois. Hein. Quand Magic existe, parce que le pouvoir d'achat, bon voilà, t'achètes des pâtes, du gruyère, c'est bon, plus besoin. Mais quand Magic existe, là le pouvoir d'achat, ça fait plaisir. Castle m'a déjà fait gagner une game, vu l'investissement, ça vaut le coup. Des 1 fois sur 100 où ça marche. Bah oui, c'est ça. Bah, de toute façon, c'est... Vous avez 100 cartes dans le deck. Donc à un moment donné, une carte qui fait gagner 1 fois sur 100 fois 100, bah vous êtes sûr de gagner. Voilà. Non mais de toute façon, faut tout considérer, en fait, c'est plein de petits... Alors bien sûr, il y a des cartes qui sont staple, il y a des cartes qui sont game changer, etc. Mais tous les à côté, bah une fois assemblés, une fois mis bout à bout, bah ça fait des trucs. Hein. Je vais tartiner mes biscottes avec des cartes Magic, mais ça se fait. Ça se dira bientôt... De toute façon, Hasbro a prévu de sortir les consommables MTG. On va avoir de la pâte à tartiner Magic. Ce sera de la pâte à tartiner Who's. Minas Tirith, que c'est beau. Regardez comme c'est beau. Je le joue que parce que c'est beau. Non, je le joue parce que bah ça va souvent arriver d'étapes. Et que, derrière ça fait piocher. Hein. Parce que, bon alors, généralement, nous on a une seule créature qui va attaquer parce qu'on a le ballon qui attaque. Mais si derrière ça permet de faire piocher, on est prêt à sacrifier un petit token pour... On va aller se faire empaler, il y a un petit token là qui va aller se faire empaler, puis après on paye 2, on pioche. Bon, ça n'arrive presque jamais. Hey Ganjo, évidemment, pour pouvoir gérer une créature en face si jamais. Parce que c'est juste une plaine améliorée. Hein. Alors ça n'a pas le sous-type plaine, certes. Mais bah, soit ça fait du blanc, ça arrive d'étape, c'est parfait. Puis derrière, ça peut gérer une créature attaquante ou bloqueuse. Hein, donc voilà, encore une fois, c'est on optimise, on optimise. Et un petit pic mystique avec derrière un moine qui permet de ramener un rituel ou un éphémère du cimetière. Si on n'avait pas... Alors j'ai quand même gagné cette game, mais j'aurais pu la gagner avant. Si on m'avait pas exilé mon cimetière par exemple. Parce que au cimetière j'avais quelques trucs qui étaient assez cool. Comme quoi, voilà, il faut pas négliger ces landes là. Hein, ça, vous les remplacez par... vous virez un basique, vous rajoutez ça. Bon, ça coûte pas grand chose. Voilà, quand il arrive sur le champ de bataille, on prend une carte d'éphémère ou de rituel ciblé depuis notre cimetière, on le met dans notre main, donc ça peut... En plus, à la prouesse, bon, on s'en fout, c'est pas ça qui nous fera gagner, mais ramener une petite Vrasse ou ramener un petit Sword to Plowshares dans sa main, ça coûte rien, et puis c'est... Ça peut faire la différence. Et oui, et voilà, pour la deck tech, les amis. Bah, j'espère que ça vous a plu. C'est le deck donc, que j'ai utilisé pour l'épisode de Sol Ring thématique métal, donc j'espère que je suis resté quand même dans la thématique. C'est un brew assez personnel, voilà, qui est très boui-boui, qui va gagner une game sur 3-4, on va dire, donc c'est plutôt bien. Pour un truc bracket 1 qui à la base est plutôt axé autour d'une thématique plutôt que sur une vraie grosse stratégie. Et on se retrouve bientôt sûrement pour d'autres deck tech, ou pourquoi pas une ouverture. Mais ça, c'était juste pour la capsule.